Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Et on est ensemble jusqu'à 13h30. On parle des rodéos urbains. C'est un petit peu le cheval de bataille du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cet été parce que les épisodes se poursuivent et ont tendance à se multiplier et parfois avec des conséquences dramatiques. Comme hier à Marseille, un jeune de 19 ans qui se livrait à un rodéo urbain avec un ami. Lui était à bord d'une moto de 650 cm3. Il s'est tué en percutant un pylône. C'était dans le 11e arrondissement de la ville. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait demandé à chaque commissariat de multiplier les contrôles. Il en voulait au moins 3 par jour. Est-ce que c'est faisable? Comment endiguer ce phénomène? On en parle avec notre invité. Bonjour Bruno Bartocchetti. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud du syndicat Unité SGP Police, Force ouvrière. Revenons d'abord sur les faits. C'était un jeune qui se livrait à un rodéo urbain dans le 11e arrondissement de Marseille. D'abord, comment on détermine qu'il se livrait à un rodéo urbain et pas tout simplement qu'il circulait à moto? Alors, de nombreux témoignages, d'après les retours que j'ai, confirment bien cette thèse de rodéo urbain. Et malheureusement, on peut voir aussi que si on a sur des scooters des criminels qui s'ignorent, nous avons aussi des victimes. Rouler sur un deux roues, c'est pas simple dans notre société. Il y a des dangers à tous les carrefours. Et alors, sur une roue, vous imaginez les conséquences. Et on voit hier soir le résultat, malheureusement. Donc, malheureusement pour lui, il se livrait à des acrobaties au volant, enfin au guidon plutôt de sa moto. Il est entré en collision avec un élément du mobilier urbain et il n'a pas survécu. Il portait un casque, on le rappelle d'ailleurs, c'est une pratique dangereuse et pas seulement pour les riverains ou pour les autres usagers de la route, aussi pour ceux qui s'y livrent. Exactement, vous savez, on intervient, les policiers, on pense souvent à nos interpellations de voyous ou de délinquants, mais nous intervenons et gendarmes, nous intervenons sur tous les accidents de la route. Et tous les jours, on déplore des victimes, que ce soit en deux roues ou en quatre roues, ou des cyclistes, bien sûr. Mais voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on doit réagir? C'est d'arrêter justement ces rodéos qui sont des causes de mort pour les piétons qui sont en danger lorsqu'on parle de rodéos urbains. Mais les rodéos n'ont pas lieu que dans la zone urbaine, que dans des zones urbaines. On les a parfois dans des endroits un peu plus désertiques. Absolument. Et on peut imaginer que c'est beaucoup plus simple et qu'on peut les laisser faire. Non, le danger, il est présent pour celui qui est sur l'engin comme pour celui qui est sur le trottoir, bien sûr. Et la preuve, justement, le pauvre jeune de 19 ans qui s'y livrait, qui est mort des suites d'un accident alors qu'il pratiquait un rodéo urbain, eh bien, il portait un casque, comme quoi on n'est jamais vraiment protégé quand on se met en danger et qu'on roule sur une roue notamment. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé une intensification des contrôles de la police. Il a demandé à chaque commissariat 3 contrôles par jour. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est crédible et comment ça se passe? Alors qu'il nous demande d'accentuer sur les rodéos, pourquoi pas, puisque de toute façon on nous demande de prioriser toute l'émission aujourd'hui. Oui. En fonction de l'actualité, on doit mettre des priorités sur tout. Bon, ensuite, est-ce qu'on peut comparer le commissariat de Mende avec celui de Marseille? Mende qui a ses difficultés pour travailler avec très peu d'effectifs, mais est-ce que Mende va pouvoir faire 3 contrôles par jour et Marseille n'en faire seulement que 3? Non, je crois qu'à un moment donné, on doit aussi comprendre que nous faisons notre travail déjà. On n'a pas attendu malheureusement ces drames pour essayer, tenter de contrôler, d'interpeller des conducteurs de scooters en rodéo. Je crois aussi que si la loi, ce qui est le cas, c'est récent en 2018, c'est accentué, on a appuyé davantage sur la confiscation des scooters, des amendes plus sévères à l'endroit de ces dangereux conducteurs. Je crois qu'aujourd'hui on doit permettre aux magistrats, quand même une grande majorité a envie de sanctionner, on doit leur permettre de sanctionner. C'est ça qui est important. Si on convoque en justice 1 an ou 2 ans après un criminel qui s'ignore sur ses engins, c'est sûr qu'on va peut-être pas régler le problème comme ça seulement à travers nos interpellations. Maintenant, notre présence policière, elle se fait au mieux dans tous les secteurs d'une ville, sur toutes les situations. Beaucoup de dangers au quotidien et pas seulement sur des motos sont à déplorer. Évidemment. Alors j'aimerais que vous nous racontiez, faites-nous un peu de pédagogie parce que c'est une question qu'on se pose pas souvent finalement. Comment se passe un contrôle de police visant à prévenir la pratique des rodéos urbains? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi ça comme si j'y étais, dans la voiture, dans l'équipage.
Vous êtes dans l'équipage. Bien écoutez, on essaie d'interpeller au mieux. Vous faites une ronde d'abord. Vous attendez pas d'être prévenu. Alors oui, si vous me le demandez sur un plan préventif, c'est quand même très compliqué puisque celui qui part sur du rodéo urbain ne le fera pas devant nous, ou alors il sait qu'il va pouvoir prendre la fuite, il le fera pour nous provoquer. Et là, à ce moment-là, nous essayerons de l'interpeller. Donc tout va très très vite quand c'est comme ça. Alors sur un plan préventif, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être d'autres acteurs sociaux pour faire de la prévention. Je vous dis ça parce que précisément, c'est ce que vous a demandé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 3 contrôles par jour par commissariat, ça veut dire des contrôles préventifs. Oui, voilà, après, contrôle préventif, mais... Et pourtant, vous me dites que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. La sanction est parfois insuffisamment sévère pour calmer ces jeunes inconscients. Alors, vous imaginez en matière de prévention et de dialogue. Donc, concrètement, ça se passe comment? Vous allez dans des quartiers, par exemple, où vous savez qu'il y en a souvent, vous vérifiez, et dès que vous voyez des jeunes à moto qui sont en train de faire des acrobaties, vous les prenez en filature? Comment ça se passe? Oui, alors on peut d'abord... Alors, j'insiste sur le côté préventif, parce que nous n'avons pas affaire qu'à des voyous, nous avons affaire à des jeunes qui sont malheureusement inconscients et qui peuvent devenir criminels. Bien sûr, le dialogue peut s'installer. Avec d'autres, le dialogue ne peut pas s'installer. Ça, c'est une évidence. C'est très compliqué, ne serait-ce que pour communiquer avec certains jeunes. Sur un volet beaucoup plus répressif, au niveau de l'interpellation, à partir du moment où le jeune prend des risques et prend la fuite, nous évitons de poursuivre notre chasse, le mot qu'on emploie dans notre jargon, parce que les conséquences peuvent être lourdes. On peut vous imaginer la responsabilité morale que peut avoir un policier, la responsabilité juridique lorsqu'un jeune se tue en voiture ou en scooter lorsqu'on le poursuit. Donc c'est toujours très très délicat. Nous essayons aussi de les identifier pour les interpeller un petit peu plus tard. C'est beaucoup plus sage. Vous savez, excusez-moi si vous m'accordez 2 secondes, c'est comme un braquage. Je ne peux pas comparer la même délinquance, mais un braqueur, on va éviter de l'interpeller il vaut mieux le cueillir le lendemain dans sa planque plutôt que quand il est armé. Exactement. Les conséquences peuvent être lourdes. Donc c'est toujours très délicat d'interpeller sur le fait des rodéomans. Voilà le terme que j'emploie. C'est toujours très, très dangereux. On n'a pas la formation qu'ont les Anglais. On n'a pas le même cadre juridique. Et est-ce que si la solution, c'est de leur rentrer dedans? Il faut le faire, en tout cas, si un jour ça devait s'appliquer, avec beaucoup de professionnalisme. Mais c'est une sacrée responsabilité pour les policiers parce que c'est très dangereux. Très très dangereux, bien sûr. On a vu d'ailleurs une vidéo qui a énormément circulé la semaine dernière. Ça, c'était dans les rues de Paris, non pas de Marseille. Certains de vos collègues qui avaient pris en chasse une automobile avec au moins 2 passagers à bord qui avaient dû commettre un délit, je suppose. Et à la fin, vos collègues arrivent à la percuter, cette voiture qu'ils avaient prise en chasse, et la scène s'arrête. Il n'y a a priori pas de blessés, pas de dégâts. Ça s'est bien passé, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Alors le conducteur de ce véhicule a été très professionnel dans le sens où il est resté froid et il a su interpeller finalement sans conséquences lourdes. Est-ce que tous les conducteurs sont en capacité de faire ce qu'il a fait? Je ne suis pas sûr. Ou d'avoir sa chance. Et d'avoir peut-être cette chance. En tout cas, tout va très très vite. Ouais. Et c'est vrai que on doit être toujours aussi maître de certaines situations. Là, sur l'interpellation, on peut dire que voilà, ça s'est bien passé. Il a été maître de la situation. Mais voilà, nous on demande aussi bravo à lui. On demande aussi beaucoup de protection juridique quand c'est comme ça. Et puis que ça se passe au mieux quand on arrive à interpeller, parce que on n'est pas. Vous savez, accordez-moi 2 secondes. Mais vous savez, notre but c'est pas de blesser les gens ni de faire usage de notre arme en légitime défense. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour un policier. On préfère franchement interpeller dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, et pardonnez-moi d'y revenir, quand le ministre de l'Intérieur, votre ministre, vous dit « je veux 3 contrôles par jour contre les rodéos urbains », mais je retiens votre mot et finalement votre réponse c'est quoi? C'est de toute façon c'est compliqué. Forcément que c'est compliqué, et puis on ne chiffre pas les contrôles, les interpellations, on fait notre travail en fonction des situations, en fonction du temps qu'on a. Du coup, ça veut dire quoi? Quand le ministre donne une consigne comme ça dans les médias, en s'adressant à tous les Français, en disant voilà ce qui doit se passer, ça veut dire qu'on vous transmet cette directive pour l'appliquer telle qu'elle, c'est-à-dire j'ai une politique du chiffre, j'ai 3 contrôles par jour, je l'ai fait, je remplis, je signe un papier pour dire que je l'ai fait, ou ça veut dire qu'on ne le fait pas du tout?
Non, après on fait de notre mieux pour les faire. Non, on répond aux consignes. Maintenant, on a aussi de bonnes raisons parfois de ne pas faire ces 3 contrôles parce qu'il y a d'autres urgences. Vous savez, le 17 police secours est surchargé d'appels. On a des victimes qui attendent la présence policière, la présence des pompiers sur des accidents, sur des appels au secours. Donc après le rodéo, je dis pas que c'est secondaire. On le fait. On n'attend pas après le ministre pour faire nos contrôles de routiers. On les fait. Qu'on nous donne un peu plus de moyens pour les faire, pourquoi pas. Si on a un peu plus d'effectifs pour contrôler davantage, on est preneur. Après, on fait de notre mieux, comme je l'ai dit également. On nous demande d'être prioritaire sur toutes les missions, violence conjugale, harcèlement, bagarre entre voisins, accident de la route. Tout est prioritaire aujourd'hui. Donc, à un moment donné, c'est toujours. Et comment vous choisissez celle que vous allez prioriser par rapport à toutes les autres prioritaires? Parce que je suppose que quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Donc du coup, vous êtes obligé de faire des choix directement sur le terrain. Absolument, c'est-à-dire, je prends un exemple, si on doit couvrir de très nombreux appels 17 pour des différents familiaux, on va surtout dialoguer, on va essayer de dialoguer par exemple avec notre interlocuteur. S'il y a des enfants en bas âge, si on sent une femme très apeurée, on va prioriser, on va faire de notre mieux. Si on a un seul véhicule pour intervenir avec 3 missions, on va se la donner à celle qui me paraît la plus prioritaire. À celle qui est en danger le plus immédiat. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas être partout, raison pour laquelle d'ailleurs les renforts dans la ville, notamment de Marseille, promis par l'État, ont été confirmés il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il en faut toujours, effectivement. Bon courage à vous et à vos collègues d'ailleurs, qui risquent d'avoir beaucoup d'appels aussi au 17 sur Police Secours, puisque vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud d'unité SGP Police Force Ouvrière, et on le rappelle, plusieurs départements de cette zone sont en vigilance orange pour les orages, notamment avec tous les dégâts que ça peut occasionner. Merci à vous, Bruno Bartocchetti. Question très intéressante. Merci à vous. Si je vous demandais pas tant. Je rappelle que vous êtes syndicaliste policier. Bruno Bartocchetti, allez rester avec nous sur Sud Radio. On traverse l'Atlantique dans un instant pour parler de la politique américaine, la revanche de Donald Trump, une revanche électorale après une semaine très compliquée qui a suivi les perquisitions surprises du FBI à sa résidence de Mar-a-Lago. Donald Trump a réussi à faire battre plusieurs de ses ennemis intimes à l'intérieur du Parti républicain. On en parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite.